programme culturel de Lisa. Donc c'est les choses que j'ai vues, que j'ai aimées ou pas. Depuis le dernier programme culturel. Alors, je dois avouer que je peux pas vous parler de tout ce que j'aime, hein. On est bien d'accord, sinon on reste 3 heures. Mais j'ai décidé de faire à peu près 3-4 catégories à chaque fois. Ça pourra être des séries, des films, un livre, ça pourra être un magazine, ça peut être une musique, un CD, ça peut être un objet, ça peut être ce que vous voulez en fait, voilà, des programmes culturels. Alors, il faut quand même savoir que j'ai vu passer, alors programme culturel, premier point, on commence, c'est une expo. Si vous êtes à Paris, allez à la BNF, il va y avoir une expo sur Molière, pour le quadricentenaire de Molière. Et en fait, c'est les 400 ans. En gros, voilà. Alors, si vous avez vu ma story sur Instagram, j'ai couiné de bonheur quand j'ai vu que Bic 4 couleurs, l'amour de ma vie, en matière de papeterie, avait sorti des bics avec Molière dessus, avec soit le médecin Magritte, soit les femmes savantes, soit Tartuffe, je crois qu'il y a. L'avare, ça j'en suis sûre. Donc je vous raconte même pas, je suis au summum de l'hystérie. Mais de l'hystérie complète. Alors je vais m'en acheter qu'un, hein, parce que voilà, je peux pas, il faut être, après c'est complètement débile d'acheter 50 mêmes stylos, machin, je suis pas une collectionneuse, voilà, je n'ai pas 50 millions de trucs en plusieurs exemplaires, parce que je vois pas l'intérêt, voilà. Moi j'ai par exemple style, j'ai un truc, bon mais j'en ai deux, histoire que si j'en ai besoin, mais je vais pas en avoir 50. Les bics j'en ai plusieurs, mais c'est des couleurs différentes à chaque fois, voilà. Donc si vous avez la possibilité d'aller donc à la BNF, donc je rappelle Bibliothèque nationale de France à Paris, n'hésitez pas à aller voir l'expo. En plus il y a des visites guidées qui sont faites à des heures précises, donc allez sur le site de la BNF. N'hésitez pas, mais moi quand j'ai vu l'expo là, j'ai trop envie d'aller la voir. Donc j'ai pas encore vérifié les dates. Mais je pense que c'est pas sur 2 jours et demi, hein. Donc je vais essayer de le faire. Là, je peux pas trop bouger en ce moment. J'ai un peu une interdiction de marcher trop longtemps avec ma patte. Donc ça va durer 3-4 semaines, voire un mois. Donc j'espère, je vais être obligée de marcher à un moment donné. Mais bon, enfin je marche tous les jours. Je peux pas faire de longues promenades. Voilà. Et à Paris, on marche. Donc c'est pas, là, c'est pas tenable. Et j'ai un cheveu qui me court sur le visage, c'est insupportable. Donc ça, c'est les expos. Ensuite, musique. Alors, musique, au moment où vous voyez ce programme, n'est pas encore sorti l'album de Arctic Monkeys qui est The Car, mais ils ont déjà sorti 2 morceaux. Alors, le premier morceau, c'est There Better Be a Miracle, et qui est c'est un joyau. Moi, je peux le passer en boucle toute la journée, je ne m'en lasse pas. Je sais que j'ai passé déjà du titre As It Was de Harry Styles, qui m'est resté dans la tête tout le mois de juin, juillet, août. Et qui y est toujours, hein, voilà. Mais depuis que j'ai entendu celui-là de Arctic Monkeys, pour vous dire. Voilà, non mais j'ai beaucoup de mal avec, voilà. Et ils ont sorti Body Paint il y a quelques jours. Et alors c'est complètement, enfin c'est pas différent parce que la sonorité, l'enveloppe musicale est à peu près dans le même tonalité, mais on va dire que c'est encore une autre chose. Et Alex Turner pousse sa voix dans les aigus alors que jusqu'à présent il ne le faisait pas des masses. Il a fait un peu à la fin de There Better Be a Miracle, et puis là on comprend qu'il y va ah bah il est en train de nous faire un album sublime, hein, le gars, bah, comme d'habitude. Voilà, donc je carbure à ces 2 chansons et je carbure à une 3e que j'ai entendue par hasard sur Absolute Radio, qui est une radio anglaise que j'adore. Oui, c'est une radio pour les vieux, enfin les vieux, moi. Et en fait, je suis tombée sur une interview. J'écoute de temps en temps à Absolute Radio le soir, je télécharge un podcast ou j'écoute comme ça. Et je tombe sur une interview de Shania Twain. Oui, celle qui a fait Like a Woman. Et qui est donc une country girl, qui est vraiment une chanteuse qui est affiliée à la country.
Moi j'aime bien, enfin je suis pas une fan, hein, j'irai pas la voir en concert, mais je l'aime bien, je trouve qu'elle a des chansons qui peps, voilà, qui étaient sympas. Et là, elle parlait, donc c'était presque la fin de l'interview, et puis ils ont passé le nouveau single, la nouvelle chanson qu'elle sort là, je crois elle est sortie il y a 10 jours ou 8 jours, ou enfin il y a pas longtemps, peut-être le 29 ou le 30 septembre, donc là. Et ça s'appelle Waking Up Dreaming. Waking Up Dreaming. Oui, Waking Up Dreaming. Et alors, l'intro, alors pour ceux qui sont trop jeunes, ils comprendront pas de quoi je parle. Mais l'intro, c'est quasi, on pourrait dire qu'elle est à sampler sur Footloose, le début de Footloose. Vous voyez la sonorité années 80 Footloose? Vous voyez la sonorité de ça? Ah bah, vous avez le clip. Le clip est absolument hilarant parce qu'elle est grimée avec des perruques, des fossiles, des papillons d'yeux, avec des pantalons très glam rock. Elle a des perruques, elle a des jupes courtes, elle a des pantalons... Enfin bref, elle est... C'est un caméléon, hein, voilà. Mais alors, la chanson, alors peut-être qu'elle a une sonorité 80 qui me sied à l'oreille, mais je dois avouer que tout de suite j'ai été emballée. Je suis rentrée le soir, je suis allée sur iTunes. Oh oui, moi les bébés. J'ai tapé Shania Twain, Waking Up Dreaming, et j'ai acheté le truc. Et là, mais voilà, j'ai même pas attendu l'album, j'en fous, parce que j'achèterai sûrement pas son album, perso, mais cette chanson, je veux l'avoir dans mon MP3, je veux l'avoir chez moi, parce que je la trouve géniale. En plus, premièrement, c'est le truc à vous faire danser pendant 20 minutes, et à vous faire remuer du croupion. Voilà. Alors, en fait, vous mettez Harry Styles, 2 Arctic Monkeys, Shania Twain, vous avez croupion, repos, croupion. Moi, je vous cherche des solutions pour que vous fassiez de la gym. Hein. Du pilate. Alors, le pilate, Shania Twain, ça va être un peu juste. Par contre, les 2 Arctic Monkeys sont très très bien pour faire du pilate. Voilà. Donc ça, c'était musique. Ensuite, série. Alors, série. J'ai pas fait ça pour musique, je suis con. Bon, bah, c'est pas grave. Série, en fait, j'en ai vu quelques-unes. Je vous renvoie à mon podcast du mois de septembre. Je vous épargne la daube. Pas moi, j'ai trouvé que c'est une daube. Alors, ne prenez pas au pied de la lettre comme une certaine personne qui m'a envoyé un message sur Insta en me disant « Oui, mais tu dis que c'est de la daube, mais ça n'en est pas de la daube. Il faut pas dire ça. » Je dis « Non, mais c'est de la daube pour moi. C'est mon... J'ai dit c'est mon podcast, c'est mon avis, donc si moi je dis c'est de la dope, c'est moi, je pense que c'est de la dope. Je suppose hein, que c'est compréhensible quand quelqu'un fait un podcast et dit j'aime pas, que c'est son avis personnel, c'est pas un avis global. On est bien d'accord, donc voilà. Rassurez-vous madame, c'est de la dope pour moi, on est bien. Donc c'est une dope pour moi. Ça s'appelle Devil in Ohio. C'est sur Netflix. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir parce qu'il y a Emily Deschanel qui était donc Bones. Moi, elle m'a toujours posé des problèmes. Bon, alors dans Bones, c'était plus ou moins compréhensible parce qu'elle était un peu atypique, un peu bizarre, machin. Donc, elle était mono-expression. Là, elle est toujours mono-expression. Donc, voilà. Et bon, bref, donc c'est une histoire complètement abracadabranque. En plus, on voit arriver le truc. On voit la fille qui est manipulatrice, qui est mauvaise, qui est perverse et tout. Et personne ne le voit, quoi. Elle la voit pas. Elle est censée être psy. Enfin, alors, voilà. Donc, épargnez-vous ça si vous aimez pas. Si vous voulez aller voir, allez-y. Hein, voilà. Pour petite info, j'ai toujours pas vu Persuasion de Netflix. Hein, j'essaye de me pousser au cul. Mais j'ai du mal. Hein. Je dépasse pas le trailer pour l'instant. Déjà au trailer, voilà. Donc il va falloir que je le regarde, mais vous voyez, en disant que c'est pas du tout un livre à la base. Voilà, c'est une production Netflix. Ça va être merdique, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai vu 2 séries pour lesquelles dont je voulais parler. Alors il y en a une qui est pas finie, à l'heure où je vous parle, puisqu'elle finira que dès mi-novembre, puisqu'il y a 12 épisodes de la première saison. La deuxième est finie. Alors, celle dont je ne parlerai pas, c'est les Anneaux du Pouvoir pour l'instant. Peut-être dans le programme culturel du mois prochain.
parce que, alors, ça vaut une émission à elle toute seule. Hein. Voilà, pour l'instant, j'ai vu tous les épisodes qui sont sortis, donc j'ai dû en voir 7, 6. Non, j'en ai vu que 6 pour l'instant. Le 7, j'ai pas vu. Je suis toujours en pourparlers avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie où je me dis, ouais, non, putain, c'est beau esthétiquement, et l'autre où je me dis, putain, où ils sont les scénaristes? C'est moi la plume, j'y vais moi. Voilà, donc oui, quand vous avez une série où il n'y a que 3 personnages qui plus ou moins vous attirent et vous intéressent et que les autres, vous n'avez rien à carrer, c'est très compliqué de suivre. Voilà, donc ça, on en parlera un autre jour. Alors, le premier dont je vais parler, c'est La Guerre des Mondes. C'est la saison 3, donc ultime saison, sur Canal+. Donc on retrouve nos héros, hein, Bill qui est maintenant en prison parce qu'il a tué la personne qui, alors pour pas vous spoiler, il a tué quelqu'un qui, en fait, dans le futur, était la créatrice d'une entité humaine extraterrestre, c'est-à-dire sur une autre planète qui venait nous bouffer la gueule. En gros, nous éradiquer. Voilà. Pour choper notre sang et nous éradiquer. Donc, il a tué cette personne qui était censée être oui, ça va être très... Enfin, bref, la maman de tous ces méchants bestioles, humains mais méchants, alien humain méchant, et donc lui il est en prison. Et le pendant, donc le docteur, Catherine, elle essaye de trouver une solution, parce que alors que le monde a été sauvé, puisqu'il a tué cette femme qui devait engendrer une race parallèle, donc là, le monde n'a pas été envahi par ces méchantes bestioles, etc. Personne ne se rappelle de ce qui s'est passé, sauf que des gens ont des visions, ont des flashs sur ce qui s'est passé. Et des flashs violents, parce que quand vous prenez une arrivée d'extraterrestres qui vous bousille la moitié de la planète, c'est violent quand même. Et donc elle essaye de trouver pourquoi il y a des gens qui ont des visions, qui se rappellent, et d'autres qui... Alors là, ça aurait passé à 20 000. Et donc il y a toujours un petit groupe d'aliens qui est là, qui plus ou moins essaye de... Je vais éternuer, c'est terrible. Pas sûr. Qui essaye de nous éradiquer. Alors eux, ils sont en fin de vie, ils sont en train de mourir. Il n'y a qu'une seule personne qui peut les sauver, c'est le sang, à la rigueur de la seule personne qui reste de la famille de cette jeune femme qui est morte. Et en fait, on suit les bouleversements. Et là, il y a une espèce de torsion du temps avec l'ISS, où il y a un trou noir qui va se former. Et là, il y a une torsion du temps. Ils arrivent à, plus ou moins par un vecteur que je vous laisse deviner, à remonter dans un univers parallèle qui pourrait expliquer certaines choses. Et alors, ce truc de univers parallèle, trou noir, machin, mais moi, ça m'a... Ah ouais, mais on va remonter dans le temps, espace-temps, distorsion, fait que, effectivement, peut-être qu'il y a plusieurs... Vous savez, c'est Einstein, hein. Voilà. Il y a peut-être plusieurs univers parallèles, même ici, qui fait que vous avez un double quelque part qui a suivi à un moment donné le chemin que vous n'avez pas pris. Vous avez pris à droite en vous disant non, je vais faire ça. Et en fait, l'autre, elle part à gauche et elle vit la vie parallèle. Alors, il y a eu plein de films sur ce genre de truc. Mais là, cette série, mêlée à l'univers de Wells, à l'univers que les créateurs ont monté aussi pour extrapoler sur la guerre des mondes, moi, j'ai adoré. Alors, les premières saisons étaient géniales. La 3e saison est absolument top. Elle finit à la fois... en fait, elle finit, je peux pas vous dire comment elle finit, mais elle finit d'une façon où vous êtes forcément obligé de vous interroger. Forcément, de savoir quel choix vous auriez fait à la place d'un des personnages. Voilà. Vous auriez pris à droite ou à gauche. Voilà. Moi, j'ai adoré. Elle est folle comme ça, mais moi, ça me gagne, quoi. J'ai mis au moins 20 minutes pour m'en remettre. Parce que je savais pas quel choix j'aurais fait, en fait. J'ai choisi après, hein. Je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit, tu tergiverses pas, il y a des bébêtes qui veulent te tuer, tu choisis. J'ai choisi, hein. Mais, mais j'adore ce genre de film. Donc, La Guerre des Mondes, si vous avez vu les 2 premières saisons, allez-y. Si vous n'avez pas vu, allez voir les autres saisons. Parce que franchement, si vous arrivez à la 3e saison, vous allez pourrir. Ah non, mais sérieux. C'est-à-dire, vous avez absolument rien capté. Voilà. Et autre série, et que je suis en train de regarder, vous vous doutez bien que, vu ma propension à couiner sur Star Wars,
toute série déclinée de Star Wars. Voilà. Alors, j'ai suradoré le Mandalorian 1 et 2. La 3e saison arrive l'année prochaine. J'ai beaucoup aimé Kenobi, même s'il y a beaucoup de gens qui lui ont craché à la gueule. Franchement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une série sur Obi-Wan Kenobi. Prenez ce qu'on vous donne, putain. Franchement, prenez le fait que Ewan McGregor et Hayden Christensen reviennent. Prenez ce qu'on vous donne. Moi, j'étais tellement contente que, en fait, je suis passée sur les invraisemblances. Oui, d'accord, quand la gamine, elle court, enfin, la princesse Leia, elle court. Oui, d'accord, c'est pas vraisemblable que des mecs qui ont 25 fois son âge n'arrivent pas à la rattraper. Mais on s'en fout. De toute façon, elle a la force avec elle. Qu'est-ce que vous emmerdez aussi à chercher à pinailler sur les trucs. Il y en a certains, ils ont pinaillé sur des détails, mais laissez-vous porter parce que personne n'arrivera à faire ce que George Lucas a fait dans les 3 premiers, enfin les 4, 5, 6, et ni dans les préquels. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui crachent aussi des fois sur les préquels. Alors moi j'aime pas le 1 pour des raisons personnelles, mais je le regarde parce qu'il y a Dark Maul et puis voilà. Donc à part le personnage de Anakin petit qui me gonfle, qui pour moi, et alors Jar Jar Binks, je supporte pas. D'ailleurs, je fais un série quand il y a Jar Jar Binks. Je déteste ce truc. Voilà, donc, mais le 1, 2, 3 est quand même largement niveau. On va passer sur le 7, 8, 9. Ah, voilà, sachant que je suis toujours pas remise du fait qu'ils ont tué Kylo Ren et le général avec moi. Donc, pas pour vous dire, moi j'aurais tué la gosse, hein. Enfin la gamine, enfin la fille. Bon, d'entrée, je l'ai éliminée au 7. À la fin du 7, je l'ai éliminée, moi, de toute façon, passée par la fenêtre. Voilà, donc j'ai regardé forcément Andor. Voilà, je suis arrivée, je me suis excitée avec Star Wars pour vous dire que je regarde Andor. Alors, je rappelle, Andor, il sort de Rogue One. Pour ceux qui connaissent l'univers étendu, Rogue One, c'est, on va dire, entre le 3 et le 4. Puisque, en fait, la mission qui est donnée à ces personnes dans Rogue One, qui est un one-shot, hein, c'est d'aller récupérer les plans de l'étoile noire qui est en train de se construire pour essayer, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis une faille dans le système et qui peut permettre à la résistance d'aller à exploser l'étoile noire. Et nous, on sait, puisque dans le 4, l'étoile noire se fait dégobiller. Voilà, donc on sait que le 3, ben, c'est en train de se monter, on sait que dans le 4, elle se fait quick, mais on ne sait pas ce qu'il y a entre les deux. Ben là, ils ont fait Rogue One, voilà. Et Rogue One est quand même très proche du 4. Du 4, parce que bah forcément, vu qu'ils ont les plans, ils vont faire sauter le truc juste derrière, on est bien d'accord, à peu près. Mais il y a aussi le passé des personnages. Alors comment on sait comment on finit Rogue One? On sait qu'il n'y a pas de suite à Rogue One, mais il peut y avoir des préquels. Alors ils n'ont pas fait le préquel d'un des personnages qui me semblait superflu, en gros, mais ils ont choper le personnage que je pense que tout le monde a eu un crush dessus. Alors pour l'acteur, on est bien d'accord, et 2 parce que le personnage est intriguant. Dans Rogue One, Cassian Andor, donc son prénom c'est Cassian et son nom Andor, c'est quelqu'un d'intriguant. Il fait partie de la Résistance, il est un des maillons de la Résistance, il est un peu un mercenaire de la Résistance, visiblement il est assez d'accord pour faire le sale boulot. Ça ne le gêne pas de tuer des gens pour la Résistance, mais il y a 2-3 phrases dans Rogue One qui font penser qu'il a eu un autre destin avant d'arriver dans la Résistance, qu'il a fait des choses pas très catholiques, faut dire, qui sont pas des choses qu'on peut mettre sur le compte du bien contre le mal, voilà. Et ils ont développé ça. Alors, ils avaient annoncé je sais pas combien de saisons, je crois qu'à la base, ils avaient dit 4 ou 5, je sais plus. En fait, ils ont dit 2 saisons. Il y aura 2 saisons de 12 épisodes à peu près. Les épisodes font, ça c'est le problème de Disney sur Star Wars, ils font entre 30 minutes et 45 minutes, sachant que Kenobi, à la fin, a bénéficié de presque 1 heure. Sur les 2 derniers machins, donc je pense qu'ils montent chez Crescendo, mais en fait, voilà, c'est assez inégal les trucs des épisodes. Par contre, alors... Je vous le dis tout de suite, ils ont diffusé les 3 premiers à la suite. Moi, je vous invite à voir les 3 premiers. En plus, les 3 premiers sont pas très longs. En gros, ils font 35 minutes, donc ça fait l'équivalent des 3 d'un film. Honnêtement, voyez les 3 premiers à la suite. Parce que si vous voyez le premier,
si vous n'êtes pas familier avec Rogue One, si vous n'êtes pas familier avec Star Wars, si vraiment vous êtes pinailleur, vous allez vous casser. Parce qu'ils posent vraiment. Et là, on voit que les développeurs prennent le temps de poser l'histoire, de poser les personnages, de poser les plus ou moins différents protagonistes qui vont à un moment donné Voilà. Qui posent Cassian Andor aussi au milieu, avec des flashbacks de son passé. Alors, il y a beaucoup de gens qui râlent sur le fait que la langue qu'il parle quand il est jeune, dans les flashbacks, n'est pas sous-titrée. C'est très bien. Enfin, moi, ça ne m'a pas gênée parce que la mimique, la façon dont ils ont de parler entre eux, la façon dont ils ont de se répondre, les personnages, enfin les enfants, parce que visiblement c'est les enfants perdus, hein, sur une planète, on comprend ce qu'ils disent. Enfin, je veux dire, arrêtez de dire « Ah, je ne comprends pas ce qu'ils disent !» Enfin, à un moment donné, il y a un vaisseau qui se crache, il y a une gamine qui fait des signes en criant. Ah, c'est pas traduit, je comprends pas. Ben, en fait, en gros, elle est en train de faire « Oh, on est là !» Enfin, il faut pas être débile, quoi. Voilà, à un moment donné, il y en a une qui râle parce qu'il veut pas faire ça. On comprend bien, vu son ton, que ça veut dire « Tiens, c'est moi le chef, tu fais pas ça, parce que sinon, je t'en colle une. » Voilà, mais on n'a pas besoin de sous-titrage. Et je pense que ça fait partie du personnage d'avoir une langue où personne ne comprend. Voilà. Alors là, j'en suis arrivée à 4, 5, 6. Oh tiens, pareil que les anneaux de pourvu, à part que l'autre, des fois il fait 1h10, et que c'est pas du tout le même niveau pour moi. Visuellement, Andor c'est beau. C'est pas au niveau visuellement, il faut le dire quand même, hein, on voit que Prime a eu largement les moyens de faire sur les dessins derrière, enfin l'arrivée dans Numénor est sublime. Alors si vous devez voir un épisode, c'est celui-là. Je suis méchante, mais c'est vrai, visuellement c'est beau. Mais alors par contre, tous les personnages dans Andor sont hyper bien travaillés pour l'instant. Bon, déjà Cassian Andor, moi j'adore. Mais oui, j'adore Cassian Andor. Ah, ça arrive, c'est bien. Bien Lisa, ça c'est bien, ça c'est fait. Mais il y a tous des personnages. Il y en a un aussi qui a une espèce de méchant complètement paumé. Il est là, il posait par hasard sur la soupe. Là. Mais on sent qu'il n'est pas dans sa petite tête et que lui, il va nous poser un gros problème parce que il est aussi... En fait, il est très ambigu, le gars. Et donc, en fait, vous savez pas si vous le détestez d'emblée ou si vous l'aimez bien. Et en plus, comme ils ont pris un assez pas trop moche garçon et qu'il est joli à regarder, vous vous dites « Ah, merde, putain, je vais adorer le détester, celui-là. » Voilà. Mais il est pas trop détestable. Enfin, il commence à être détestable. Mais il est très... c'est des petites anguilles, voilà. Mais Cassian Andor est une anguille. Voilà, c'est pas un gentil. C'est ce que j'ai aimé dans Rogue One, c'est que d'habitude, dans la résistance, c'est que des gentils, on est bien d'accord. Même Han Solo, qui est un espèce de petit malfrat, machin, à la petite semaine, quoi, qui bidouille, qui magouille, mais il est gentil, il a un bon fond, il n'est pas mauvais, voilà. Il n'y en a aucun qui, généralement, dans le côté de la force, n'est pas mauvais. Alors que lui travaille pour la force, Cassian Andor, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose dessous qui est pas net. Alors il n'est pas du côté obscur, hein, il va pas passer chez Dark Vador. Mais on sent qu'il a quand même fait des saloperies dans sa vie et que si on devait donner une médaille de la résistance, il n'aurait pas des masses, voilà. À part qu'il aide la résistance, voilà. Mais franchement, moi j'aime beaucoup le début d'Andor, donc on est à la moitié de la série et j'adore. Voilà, tous les mercredis soirs, je saute sur ma tablette pour regarder le dernier épisode de Andor. Non mais, chose que je fais pas pour les anneaux. Les anneaux, ils le sortent et des fois je le vois le lundi. Dimanche soir. Ah merde, j'avais oublié l'épisode. Pour vous dire, hein, voilà. Ensuite, on passe au film. Alors, film, j'ai vu deux films. J'ai vu deux films que je voulais voir au ciné, mais que j'avais pas eu l'occasion de voir au ciné. J'ai revu Eugénie Grandet d'ailleurs, par la même occasion sur Canal+. Parce que j'aime bien Olivier Gourmet. Voilà. Je fais ce que je peux. Ah oui, alors en série, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu regardes jamais des séries françaises ?» Pardon, je fais une aparté. Oui, je regarde des séries françaises. Je regarde que des séries nouilles.
Ah putain, ça aussi, ça va m'attirer des foudres. Non, quand je dis série nouille, c'est des séries doudou pour moi. C'est des séries style, je pose le cerveau et je m'emmerde pas. Voilà, parce que par exemple, les Anneaux de Pouvoir, Andorre, Kenobi, Mandalorian, enfin tous ceux que j'ai vus avant, que ça soit là, il y en a une sublime qui revient sur Netflix qui s'appelle Defeated, qui était sur Canal+, qui s'appelait Shadowplay, qui est après la guerre, donc en 46, entre 45, 46, 47, à Berlin, avec un flic américain qui vient, on va dire, former la future police allemande. Ne le loupez pas sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu sur Canal+, avec Shadowplay, allez le voir, c'est un bijou. C'est tordu, c'est glauque. Il y a un tueur, vraiment, c'est une glauquerie. Il est fou allié, mais il est génial. Il y a des face cam. La dernière face cam, elle m'a mis par terre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, surtout ne loupez pas cette série, ça s'appelle Defeated, je vous le mettrai là. Shadowplay, en vérité. Enfin, les deux, si vous voulez. Honnêtement, je regarde des séries françaises. Mais je vous dis, il faut que je pose le cerveau. Donc j'adore, tout le monde le sait. J'ai regardé 10 saisons de Candice Renoir. C'est cucula praline, mais j'aime bien. J'adore Cassandre. J'aime beaucoup les meurtres vous savez, les trucs comme ça. Je trouve que c'est bien foutu. En plus, ça montre les régions françaises. Des fois, c'est un peu inégal. On sait très bien que c'est toujours le pendant du flic ou de la flic qui va tomber sur un mec qu'elle aime pas ou qu'elle aime bien avant et qu'elle l'aime plus, mais qu'il l'aime. Voilà. Il y a toujours cette fond de personnages, des gens qui se tournent autour. Par exemple, à un moment donné, il y avait, je me rappelle plus comment ça s'appelle, la série où il y a Florence Pernel. Moi, je l'aime bien, cette femme, où elle joue un substitut du procureur, elle se déplace et tout, et il y a un jeu de chat à la souris avec le commandant qui joue avec elle, voilà. Donc, mais j'aime bien ce genre de série parce que ça vous demande pas de trucs. Et là, il y a une série que j'ai regardée en entier, sa saison. Je suis tombée par hasard un soir où j'avais rien à regarder, que j'avais pas envie de lire et que j'avais envie juste de regarder. Je suis tombée sur la série de France 2 Marianne avec Marie-Lou Berry. Et alors je sais qu'il y a des gens qui détestent, elle se fait étriller la série. Et ben moi j'ai trouvé ça bien. Voilà, parce que elle a créé un personnage qui est complètement loufoque. Il y a des enquêtes, alors il y a une grosse enquête qui est le fil conducteur. Puis il y a des petites enquêtes dans son bureau, avec son greffier, avec qui elle a une relation un peu je sais pas, je dirais pas Bénil ou Astérix Obélix, mais plutôt... ouais, dans ce genre-là, vous savez, les gens qui se répondent, qui s'amusent, qui se titillent comme ça. Et alors, bon, c'est bien sûr, ils sont carrés, c'est des juges et un greffier, mais voilà, ils se connaissent tellement bien, travaillent ensemble depuis tellement longtemps qu'ils arrivent à se comprendre à demi-mot sans se regarder, etc. Il y a des fois où elle est complètement à l'ouest. Elle arrive, elle a, elle a une douche bleu pétard, ça se passe à Toulon et vous voyez arriver cette fille qui a les cheveux mais elle est pas coiffée, elle est habillée un peu comme une vieille fille alors qu'elle l'est pas du tout, hein. Elle a des amants à pas savoir quoi en faire et le seul homme de sa vie c'est un furet, elle vit avec un furet. Donc c'est l'homme de sa vie, elle n'a pas de mec chez elle parce que c'est son furet, puis il supporte pas la présence masculine, le furet. Et je connais un autre. Ouais, boulet ça. Alors lui, boulet, hein, lui pareil que le furet, chiant. Hein. Et en fait, elle arrive avec de la musique militaire dans les rues de Toulon. Je vous raconte pas le bordel. Voilà. Alors après, bien sûr, c'est pas de la grande série, c'est pas, voilà. Mais ça fait du bien parce qu'il y a des répliques, parce que c'est drôle, parce que quelquefois ça peut être très tendre, parce qu'il y a deux sous-enquêtes qui sont un peu plus sensibles. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Après, vous aimez pas, on s'en fout. Mais voilà, je voulais quand même signaler que j'ai regardé quand même des séries, mais que je regardais ce genre de séries en France. Voilà. Je regarde très très peu de séries au long cours. Hein. Vous ne me verrez pas devant Plus belle la vie ou les conneries du soir. Hein. Ça, c'est sûr que non.
Voilà, mais je regarde d'autres conneries, j'aime bien. Voilà, alors, film, vraiment, pour cette fois-ci, film. Donc j'ai vu 2 films que je voulais voir, donc je le redis, en salle. J'ai vu donc Goliath et La méthode Williams. Parce que moi j'ai le titre en anglais qui est King Williams. Alors King Williams, La méthode Williams, c'est focalisé vraiment sur son père, le père de Serena et Venus Williams, donc les tenniswomen. Euh, sur sa vision qu'il a eu avant que ses filles naissent, du fait qu'il allait avoir 2 championnes et qu'il fallait qu'il fasse un plan, parce que lui c'est son plan, donc il a écrit un plan de 76 pages je crois, où il avait détaillé toute la carrière de ses filles, tout ce qu'il devait faire du moment où elles naissaient jusqu'au moment où elle allait devenir numéro 1 mondiale. Euh, et en fait, c'est pas un film sur les filles, sœurs Williams. Hein. On les voit bien sûr quand elles sont plus jeunes. D'ailleurs, les actrices sont fabuleuses. Mais on les voit à la fin, vraiment à la fin. Fin, c'est les vraies sœurs Williams. Mais c'est focalisé sur le père. Alors, c'est vrai qu'on peut comprendre que beaucoup de gens ne l'aient pas pris au sérieux. Parce qu'il fait quand même un peu illuminer quand il arrive sur ses cours de tennis ou ses académies. Dans une période où le tennis était vraiment, on va dire, à 90% blanc. Il y avait très peu de noirs, a fortiori afro-américains qui jouaient. En tous les cas, qui avaient ce niveau, il y en a eu, hein, mais qui n'avait pas ce niveau-là, sachant qu'il a 2 pépites, notamment Serena, qui est quand même, si on aime le tennis, qui est quand même, je pense, la meilleure joueuse au monde. Alors maintenant elle a raccroché, mais qui était la meilleure joueur au monde et qui vraisemblablement est, si c'est pas la première, dans le top 3 des meilleures joueuses de tennis du monde et depuis la nuit des temps. Voilà. Donc il avait ce plan, mais c'est vrai qu'il a dû paraître complètement hallucinant quand vous voyez arriver un père avec 2 filles qui l'entraîne seul sur des cours de tennis parce qu'ils sont quand même pas riches. Hein. Il a que 3 autres filles, donc il a une éducation très stricte. Très, il faut être humble, il faut être modeste, il faut travailler, il faut s'en tenir au plan. Alors là, le plan vous est rabâché toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se tenir au plan. C'est un motto. Hein. C'est vraiment, il leur a bourré le crâne avec ça. Mais elles ont du talent. Il s'est pas trompé. Elles ont du talent. Mais simplement, pour convaincre certains entraîneurs, il arrive, ils se disent, mais qui c'est celui-là? D'où il sort ce type? On le connaît pas, il n'a pas les moyens, il vient pas d'un bon quartier, il nous dit que ses filles sont les meilleures joueuses de tennis que je verrai jamais, etc. Et au début, il y en a plein qui le rejettent en disant, non, non, mais non, c'est bon, ça nous intéresse pas, on n'a pas de place. Mais c'est pas parce qu'il voulait pas les filles, c'est que il voit arriver un espèce de mentor qui leur dit j'ai des joyaux, c'est moi qui les entraîne, je sais ce qu'il faut faire, j'ai mon plan. Alors vous vous dites ouais chaton tu te calmes déjà, voilà. Et en fait on va suivre la trajectoire des sœurs Williams mais par rapport à leur père et bien sûr les problèmes qu'ils ont rencontrés pour essayer de travailler, d'aller dans une académie, de se payer un vrai cours de tennis et pas le cours de tennis du quartier avec des faux rebonds, voilà. Alors c'est un film qui vaut par la prestation de Will Smith. On est bien d'accord, le film repose sur ses épaules. On comprend qu'il ait eu un Oscar pour le rôle. Ça ce truc. Bon, qu'il ait dérapé avant, c'est autre chose. Mais il est, il est tout à son job dans ce film-là. Après, c'est froid. Voilà, c'est un film qui est assez froid. C'est un film qui... Moi, j'ai l'impression que j'étais détachée. Je n'ai eu aucune empathie envers ni lui, ni les joueuses. Alors que j'aime bien Serena. Mais... Enfin, son jeu, en tous les cas, je la connais pas. Mais son jeu, j'aime bien beaucoup son jeu. Mais j'ai pas eu d'empathie avec les sœurs, avec les 5 sœurs. Un peu plus avec la maman. Parce qu'elle a quand même... des réparties un peu sanglantes avec son mari. Mais pas tant que ça. Et il a fallu vraiment attendre la fin du film où, oui, il y a des images d'archives, donc de la vraie Serena, de la vraie Venus, qui a servi de locomotive, hein, en gros, à sa sœur, pour que je sois un peu émue par effectivement cette trajectoire, tous les sacrifices qu'il a dû lui faire aussi, parce qu'ils avaient 2 jobs, il travaillait la nuit, il entraînait ses filles le jour, il leur faisait faire les devoirs, sa femme faisait le contraire, enfin, c'est vraiment
un investissement incroyable qu'ils ont eu envers leurs enfants, tous leurs enfants, hein, parce que les filles, les autres qui n'étaient pas amenées à tennisman, c'était les études, on rigole pas chez les Williams. Mais voilà, il faut attendre la fin du film pour avoir un peu d'émotion. Et ça m'a gênée. Voilà, ça m'a un peu gênée. Et le titre français me gonfle aussi parce que la méthode Williams, moi j'aurais appelé le plan Williams à ce niveau-là alors. Parce que le vrai titre c'est King Williams. Et je trouvais que c'était beaucoup plus subtil le titre anglais que le titre français. Voilà. Parce que méthode, c'est pas la méthode en fait, c'est un plan qu'il a, c'est pas une méthode. Hein, voilà. Donc c'est toujours embêtant ces titres qui traduisent quelquefois. Alors c'est vrai que King Williams en français ça aurait rien donné, mais en anglais on comprend pourquoi. Voilà. Et l'autre film c'est Goliath. Alors Goliath, c'est un film que je voulais voir au ciné parce que quand j'ai vu le résumé, ça me donnait bien envie et je l'ai loupé. Parce que dans mon ciné, il est passé une semaine et après il a été relevé de l'affiche. Et j'aime pas les gros complexes, je vais que dans les petits complexes et que dans mon petit complexe, enfin dans mon petit ciné de quartier, il a été là, dans deux semaines il est resté mais j'ai pas pu aller le voir. Parce qu'en plus c'est des séances 1h30. Et pas les week-ends, il n'était pas le week-end, ou il était un week-end mais je pouvais pas y aller. Et après c'était 1h30, moi je bosse à 1h30, hein, donc excusez-moi du peu. Voilà, donc je peux pas aller, voilà, puis je vais pas prendre une demi-journée pour aller voir un film, sinon je prends la journée, je vois 3 ou 4 films. Et puis, alors, mais vraiment, alors c'est l'histoire, en fait, ça part d'une activiste écologique qui s'immole par le feu parce qu'elle est cribellée de dettes. C'est une jeune agricultrice écolo, machin, qui s'immole par le feu devant une entreprise qui diffuse des pesticides. Pesticides qui est réglementé, qui est censé ne pas être mauvais pour l'environnement, en tout cas pour les gens. Simplement, il y a des études et l'Europe a empêché ce truc-là parce que visiblement les études ont raison de dire que c'est dangereux. Et donc il y a un collectif qui se monte d'agriculteurs qui refusent de continuer à faire ça alors qu'il y en a d'autres qui l'utilisent. Donc il y a quand même une friction là. Et le catalyseur de cette jeune femme qui se donne la mort va entraîner toute une série de réactions en chaîne. Et on va suivre plusieurs personnages et notamment quasiment 3 vraiment exclusivement. Une femme qui est la femme d'un agriculteur, et agricultrice elle-même, dont son mari a eu un cancer et dont elle sait que c'est dû au fait qu'un de leurs voisins épand ce genre de truc toute la journée et qu'elle essaye de monter un collectif pour aller attaquer en justice cette firme. L'autre c'est un avocat qui semblerait avoir été brillant dans une autre vie, mais qui est un avocat à la petite semaine, qui prend des petits trucs, et qui va se retrouver à défendre plusieurs personnes de ce Mhm. mouvement-là, ou en tous les cas liées à ce mouvement, et qui va prendre vraiment comme cheval de bataille cette thématique, cette problématique-là de pesticides et de cancer et on va dire, de saloperies que font certains gros producteurs qui, en fait, c'est le fric, le fric, le fric, et puis si vous vous crevez, on n'en a rien à carrer. Et on va suivre un lobbyiste qui conseille en fait à la fois les patrons de cette entreprise de chimie et de pesticides, enfin de produits chimiques en tous les cas, et de produits, oui, d'engrais, si on veut, des arbres. Et le fait qu'il ait aussi l'intelligence noire, grise, voire très très noire, le cabinet noir, on va dire, de certains politiques, notamment ministres, qui militent pour continuer à commercialiser ce produit-là, parce que bah oui, mais bon, en gros, non, mais voilà. Alors il y a des éléments de langage chez les lobbyistes qui reviennent très
portrait, mot pour mot, entre la bouche de ce Mathias, qui est donc l'éminence très très noire, et les médias, enfin les ministres, les PDG, devant les médias. Euh, c'est un mec amoral. Et alors, le personnage est joué par Pierre Ninet. Je suis pas une grande fan, hein, mais honnêtement, dans le rôle, c'est un espèce de salaud, mais incroyable, parce que en fait, il est pourri jusqu'à la moelle. C'est lui qu'il faudrait mettre du désherbant dessus. Sérieux. Parce que ce type n'a aucune morale. Tout ce qu'il veut, c'est gagner. Tout ce qu'il veut, c'est faire gagner ses clients. Tout ce qu'il veut, c'est écraser les autres. Et il est extrêmement brillant en tant que lobbyiste. Il est extrêmement brillant à trouver les bons arguments, on va dire les bons mots qui vont faire que l'opinion publique va être annihilée, ou en tous les cas ou alors va être lissée, c'est-à-dire que le ministre sort des trucs avec des éléments de langage où ça veut absolument rien dire, mais tout le monde ne dit rien parce que c'est tellement tourné de façon à mélanger. Oui, on sait que c'est méchant, mais nous on est gentils, donc nous on va faire tout pour que le méchant fasse pas des trucs avec méchant, mais on va garder quand même le truc méchant parce que pour l'instant on n'a pas trop de choix, mais on est gentil, voilà. Et en fait ils arrivent à faire passer ce message-là, et lui, mais c'est une pourriture. Et alors, dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, il est amoral. À un moment donné, il y a une scène où il vit avec une femme, machin, ils vont avoir un enfant, et elle a eu un enfant de son précédent mariage. Une jeune fille qui doit avoir, je sais pas, 12-13 ans, un truc comme ça, enfin, peut-être entre 10 et 12, à peu près 10, 12, 13. Il est blindé aux as, hein, voilà, et c'est un mec qui gagne hyper bien sa vie, il est payé rubis sur ongle, comme les lobbyistes, enfin à ce niveau-là en tous les cas. Pour ça que je les aime beaucoup. Et en fait, il va offrir un cadeau d'anniversaire à sa belle-fille. Somme toute, vous vous dites, oh bah oui, bon bah c'est un beau papa, il veut combler sa belle-fille, de lui faire plaisir, etc. Et donc il lui offre un cadeau. Voilà, il lui fait un cadeau à elle et à ses amis, qui la remplissent de joie, etc. Et dans son regard, dans la façon dont il a de lui présenter, dans la façon dont il a de parler avec sa femme de ce cadeau, et dont elle lui dit à un moment donné, ah bah tu avais bien préparé ton coup, etc., depuis combien de temps tu es dessus, et tout, vous savez que même là, il est toujours dans le mot qu'il faut pour arriver à gagner l'autre à sa cause. C'est-à-dire que même dans sa vie privée, tous les mouvements, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, le moindre petit événement personnel, même dans le cadre familial, il est là dans le but d'acheter l'autre. Alors la scène là, elle a l'air d'être absolument anodine, mais quand vous la regardez, moi je l'ai regardée, j'ai mis pause, je me suis dit mais quelle enflure. Parce qu'en fait il achète la gosse, et la mère a la même truc, mais il a une façon de le faire avec cette espèce de petit sourire narquois, gentil, poli. En fait, vous lui donneriez le bon Dieu sans confession. À Pierre Ninet, en gros, il a un peu la carrure du gendre idéal. Et là, il a la tête d'un gendre idéal, d'un gentil garçon, mais c'est le pire salaud que vous ayez trouvé. Voilà. Lui, il aurait besoin d'un peu de désherbage. Enfin, du désherbant. Voilà. Alors, le film, il est un peu... Il y a des clichés. Il y a quelque chose à la fin, 2-3 petits trucs où vous vous dites putain, voilà, c'est encore des petits clichés, des petites. Il faut qu'ils en passent par là. Ils arrivent jamais à sortir un film où il y a un truc vraiment. Voilà, où vous vous dites à la fin, ah putain, c'est amoral, mais on s'en fout, amoral, on s'en fout en fait. C'est un film, mais qui traite d'un sujet, des trucs. Il y a toujours ce petit Roland derrière où ils osent pas, où ils font un petit peu de misérabilisme, machin. Alors, il y a 2-3 trucs à la fin, c'est chiant. Au milieu, il y a des petits clichés, il y a des petits trucs. Mais alors, finalement, sur l'ensemble du film, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mathias. Je vous dis, c'est un salaud, mais non, c'est une ordure. Pas un autre mot, c'est une ordure, mais c'est fascinant.
Il est fascinant parce que même en tant que serpent, vipère, ordure, vous regardez parce que vous vous dites ah ouais non mais on sait que ça existe. En plus le pire c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour faire le boulot qu'ils montrent et on se dit ah ouais mais ils se regardent dans une glace et ils arrivent à se supporter. Putain, il faut vraiment avoir beaucoup de zéros à la fin. Moi je pense qu'il me faudrait énormément de zéros pour arriver à être aussi une ordure comme lui quoi. Et encore je suis pas sûre d'arriver à être une ordure à ce point-là. Je ne crois pas. Voilà, donc c'est les deux films que j'ai vus. Je vous dis, différents films, différentes émotions. J'ai plus eu d'émotions sur Goliath que sur la méthode Williams, mais je vous dis, il y a des petits écueils. Mais sinon, bon voilà, c'est assez fascinant à regarder. Et avant de terminer, j'ai lu des magazines. Oui, mais bon, vous vous doutez bien des magazines. Oui, voilà. Donc le L, dont j'adore la couverture, qui est absolument magnifique, Sa Majesté. Et donc ça, j'ai lu des livres, enfin on m'a très gentiment envoyé des journaux aussi, parce que moi j'ai eu des journaux anglais, et puis on m'a envoyé des journaux français. Alors on m'a dit, il faut absolument que tu les aies, parce qu'il y a des très jolies images. Alors effectivement, c'est vrai. Voilà. Donc on m'a envoyé et la une de celui-là, enfin le titre de celui-là est très très beau, je trouve. Ce qui est vrai. On l'aime encore. C'est notre reine, à nous. Enfin à moi en tous les cas. Enfin à nous, je parle des sujets de sa gracieuse majesté, enfin de son gracieux majesté on dit. Donc gracieuse majesté, c'est féminin. Voilà, donc j'ai lu ce genre de choses et c'est Martha Chi qui m'a envoyé point de vue, et si elle passe par là, et elle m'a envoyé un autre point de vue. Voilà, uniquement sur les obsèques de Sa Majesté. Oui, elle sait que je suis un peu tarée. Donc voilà, c'est ce que j'ai au programme culturel entre le dernier programme culturel et celui-là. Bah oui, il y a eu le décès de Sa Majesté. Voilà, donc ça a été un peu compliqué, hein, on va dire. Et c'est toujours pas... Ah bah non, toujours pas. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des choses dont j'ai parlé que vous avez vu, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé. Peut-être que vous n'avez pas du tout aimé La Guerre des Mondes, que vous détestez Andorre, que vous avez adoré, je sais pas, que vous détestez Shania Twain, que Arctic Monkeys vous débecte, ou que vous adorez Alex Turner comme moi. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté, sachant que, comme je vous l'indique, il y a un podcast ciné-série toutes les fins de mois sur SoundCloud, dans ma chaîne SoundCloud. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que là, il y a vraiment toutes les séries, tous les films que j'ai vus. Et pareil, n'hésitez pas dans les barres de commentaires de me dire ce que s'il y a des choses que vous voulez un jour parler, je sais pas, il y a peut-être un truc dont j'ai parlé là, et vous me dites ça serait pas mal que tu nous présentes ça, voilà. Donc ouais, allez-y, moi je suis ouverte à tout. Peut-être un podcast aussi, parce que très souvent c'est plus simple les podcasts de les faire, pour vous de les écouter dans la voiture quand vous cuisinez, plutôt que de vous poser devant un écran à regarder la débile qui s'agite. Voilà, sachant que je connais beaucoup de gens qui regardent qui écoutent YouTube sans regarder la personne. Voilà. Donc c'est pas mal aussi. C'est une version podcast non animée de Lisa. C'est bien une version non animée de Lisa, c'est bien. C'est reposant pour vous, hein. Bon allez, moi et ma citrouille, on se casse. Voilà. T'as vu, il est avec le petit prince. Il y a toujours Sa Majesté derrière. Ouais, bah ça va pas s'améliorer, je pense. Hein. Bon, bref, allez, prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Vous verrez bien. Voilà, vous verrez bien. À un moment donné, il va falloir que... Je sais pas ce que c'est. Il faut vraiment que je fasse un plan à un moment donné. Hein. Vraiment que je les liste pour savoir ce que je vais vous proposer, parce que j'y vais à l'arrache. Hein. Alors, vous verrez bien. Allez, bisous. Elle était trop belle.